De suite, la deuxième séance de cette session diabétologie qui a été très bénéfique depuis ce matin par rapport aux discussions et par rapport au débat qui continue sur les différentes façons de la prise en charge et des traitements de diabète en général. Alors, vous restez dans le cadre pour qu'on puisse... Alors, on va appeler tout de suite le professeur Boudiba, chef de service de diabétologie CHU de Mustapha, pour nous apporter dans un cadre d'un symposium d'un laboratoire les recommandations de l'ADA 2017. Ben merci. Je tiens d'abord à remercier l'assistance d'être venue ici présente. Je remercie les organisateurs, l'association de Schleff, toujours dynamique, toujours sérieuse, avec des thèmes au top. Félicitations. Je commencerai par ça. Je dis bienvenue à nos invités qui sont venus aussi nous assister et nous enseigner. Je vais aujourd'hui parler de l'insulinothérapie à la lumière des recommandations de l'ADA de 2017. Il y a maintenant, on a nivelé, si vous voulez, un petit peu les schémas de prise en charge du diabète de type 2 en matière d'insulinothérapie pour donner plus de facilité tant aux patients qu'aux praticiens pour un choix adapté en fonction du patient au moment qu'il faut et chez le malade qu'il faut. Donc là, l'image, je vous ai montré cette belle cédrée de Tenet El Hadj. J'ai oublié de vous dire que moi j'ai deux wilayas. La première wilaya d'origine de Kabylie, de Bougie, mais je suis natif de la wilaya anciennement la wilaya de Schleff, qui est maintenant de Tissemsilt. Et à Tissemsilt, il y a une très belle cédrée. Donc je vous conseille à ceux qui ne la connaissent pas de la visiter, parce que cette wilaya m'a vu naître. Je suis né dans cette région, c'est-à-dire juste à côté de cette belle cédrée de Tenet El Hadj, une des plus belles du monde. Il y a des... voilà. On va voir tout d'abord la nécessité de, comme ils l'ont dit les orateurs ce matin, l'insuline, il faut l'indiquer à son rendez-vous. Quand elle est indiquée dans le diabète de type 2, c'est un potentiel diabète de type 1, parce qu'avec l'évolution, le malade aura besoin de l'insuline. Et là, je suis ravi de voir aujourd'hui le professeur Donat, parce que je l'avais cité déjà depuis 2004 quand il disait « Il ne faut pas aussi s'exciter sur les innovations, tant qu'on ne les a pas, il faut tout simplement remplacer ce qui manque à tout le diabétique, c'est-à-dire l'insuline. » Et cette slide, je l'ai toujours chez moi. J'ai paraphrasé justement le professeur Donat, ici présent, à qui je souhaite la bienvenue. Donc, dès le diagnostic, déjà, on est en état d'insuffisance, donc il faut substituer le malade et on peut être amené à donner de l'insuline dès le diagnostic si la capacité résiduelle de l'insulinosécrétion n'est pas capable, c'est-à-dire d'assurer une normoglycémie. Sinon, par la suite, bien sûr, c'est l'intensification. Et cette intensification, ce n'est pas seulement l'intensification en termes de schéma, parce que tous les schémas, je dirais, qu'ils peuvent se valoir, tout le problème, c'est l'intelligence de pouvoir réussir ce schéma en fonction de son malade, du type de malade. Donc, c'est cette alliance thérapeutique entre un schéma, entre la pratique et le praticien et le patient qui est importante. Je suis mal à l'aise un petit peu. Comme vous le voyez donc sur cette slide, donc chez le diabétique, après un certain nombre d'années, il y a l'insulinosécrétion qui va s'étioler, qui va diminuer pour rester très résiduelle, c'est-à-dire après quelques années. Et là, il y a des progresseurs et des moins progresseurs. Tout à l'heure, on a parlé du temps, c'est-à-dire de l'initiation toujours tardive de l'insuline. Mais vous savez qu'il y a des malades qui progressent rapidement vers l'insulinocarence, indépendamment de la glucotoxicité, de la lipotoxicité classique que l'on voit chez le diabétique. Mais il y a des progresseurs qui sont plus rapides. Il y a d'autres, par contre, qui restent plus longtemps, c'est-à-dire sans avoir besoin, c'est-à-dire d'une substitution à l'insuline. Et bien sûr, il y a l'insulinorésistance qui est aggravative et qui va évoluer avec toute l'évolution de la maladie.
Donc, dans l'insertion de cette thérapeutique indispensable, l'insulinothérapie, comme disait tout à l'heure le professeur Khalfa, c'est le meilleur traitement pour le moment parce que c'est tout simplement la substitution physiologique indispensable. C'est ce qui manque aux diabétiques de type 1, bien sûr, exclusivement, et de type 2, partiellement. Donc, il faut savoir l'initier. On l'initie par la basale le plus souvent. Il y a des situations où on peut commencer par une prémix. Et par la suite, bien sûr, c'est le problème de la titration. Maintenant, la durabilité de l'insuline basale est très variable là aussi. Mais en général, les malades sont souvent diagnostiqués tardivement, surtout dans notre contexte. Et on est amené justement à intensifier très rapidement. C'est-à-dire au bout d'une année au minimum, c'est-à-dire que le malade a besoin justement d'une intensification, soit vers le basal plus, le basal bolus par la suite, ou bien vers les prémix, c'est l'intensification vers 1 ou 2, 3 prémix. Comme vous le voyez sur cette slide, donc vous voyez que la précocité dans le diagnostic est très importante. Ça implique donc une précocité dans les interventions thérapeutiques qui vont être favorables. Et ce concept de mémoire métabolique, c'est-à-dire établi depuis l'étude IQDBS et d'autres études, n'est pas un concept philosophique. C'est très important d'être dans la précocité pour faire bénéficier le malade justement de cet héritage bienfaiteur sur le plan métabolique. Pêcher le malade précocement, c'est avoir des glycémies moins élevées, une hémoglobine glyquée qui n'est pas très élevée, et là on peut avoir des effets bénéfiques avec les thérapeutiques que l'on aura prescrites, et l'initiation de l'insuline également précoce, son intensification va être plus facile à gérer et le malade aura moins de complications. Par contre, si le traitement est prescrit tardivement, si on est en retard dans les échéances, soit de diagnostic ou d'évolution aggravative, comme vous le voyez ici. Donc, après 15 ans d'évolution, il est très difficile d'être dans les objectifs assignés, pas plus d'un tiers des patients qui sont dans les objectifs acceptables, pour ne pas dire rigoureux. Donc, c'est très difficile par la suite de gérer surtout l'insulinothérapie parce que là, il y a beaucoup d'interférences qui gênent justement les freins, qui gênent l'optimisation de votre insuline, en particulier les complications cardiovasculaires. Et il y a bien sûr le problème de l'hypoglycémie qui va vous donner un coup de frein où c'est très important dans l'optimisation et l'intensification de votre traitement. D'où l'intérêt d'être au rendez-vous d'une initiation, c'est-à-dire adéquate, et d'une intensification également adapté. Alors, le contrôle glycémique réduit le risque cardiovasculaire. On en a beaucoup parlé ce matin. Comme vous le voyez, donc, concernant la microcirculation, là, c'est unanime. Toutes les études, la relation est nette entre l'équilibre glycémique et la baisse des complications microangiopathiques. Par contre, c'est plus discuté en ce qui concerne, notamment dans l'étude d'accord, en ce qui concerne la macroangiopathie. Même s'il y a dans la majorité des cas un effet neutre, mais il y a moins d'effets importants sur le plan macroangiopathique. Les recommandations relatives à l'intensification de l'insuline, maintenant, après avoir vu donc l'intérêt d'initier l'insuline quand elle est indiquée, les bienfaits de l'insulinothérapie sur le plan cardiovasculaire, on va voir les recommandations relatives à l'intensification de l'insuline. Et là, les recommandations, bien sûr, l'insulinothérapie a été, si vous voulez, projetée surtout vers les années 2008. Là, on a insuliné pratiquement tous les patients, tous azimuts. C'est retrouvé ici, chez nous, à plus de 40% de patients sous insuline, diabétiques de type 2. Et puis, par la suite, on est revenu avec un peu plus de sagesse pour dire qu'il fallait tenir compte du patient, tenir compte de l'état cardiovasculaire et donner une insulinothérapie un peu plus souple, un peu plus adaptée, et d'avoir l'avis du malade, une décision partagée avec le patient pour réduire justement, et puis l'étude d'accord qui a mis un petit peu les freins pour dire attention, tout dépend de l'état du patient, de l'état cardiovasculaire notamment. Donc les recommandations de 2017 ont essayé de niveler, d'aplanir un petit peu tous les schémas pour dire que tous les schémas se valent au-delà de l'insulinothérapie basale, c'est-à-dire que là,
Si le malade n'est pas à l'équilibre, on peut soit opter vers le basal bolus progressif, soit opter vers les prémix ou les analogues quand ils sont disponibles, ou vers les analogues du GLP-1. Et bien sûr, l'intensification. Là, ce qui a changé aussi avec les recommandations de 2017, c'est qu'au-delà, c'est-à-dire de la première intensification, c'est-à-dire avec 2 prémix ou une basal plus, c'est-à-dire qu'on peut switcher, c'est-à-dire passer d'un schéma à un autre s'il y a un échec dans l'obtention des objectifs, c'est-à-dire essayer de tester les autres alternatives, de tester les alternatives en fonction du malade, bien sûr. Donc, les mises à jour de 2017 aussi concernent, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire avant d'intensifier un schéma basal bolus ou prémix. Donc là, il est recommandé aux patients, c'est-à-dire d'alterner, c'est-à-dire avant l'intensification, ne pas aller vers l'intensification forcée, mais d'alterner les différents schémas disponibles pour voir un petit peu la réponse, parce que là, c'est variable en fonction du type du malade et en fonction aussi de la convenance par rapport à votre patient. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on peut switcher, c'est-à-dire passer du basal bolus ou au prémix 3 fois par jour en fonction, là aussi, des patients. Là, c'est le résumé de toutes les recommandations. Comme vous le voyez ici dans ces tableaux, quels que soient les pays, quelles que soient les recommandations internationales ou par pays, canadienne, l'ADA, le collège. Donc, on a introduit maintenant les prémix avec le basal bolus, donc dans les différents schémas d'insonothérapie. Alors, qu'est-ce qui a fait, si vous voulez, changer un petit peu cette orientation vers l'utilisation un peu plus aisée, plus facile des différents schémas? Donc, c'est surtout cette méta-analyse de Digliano qui a essayé de voir un petit peu à travers une littérature assez large, de voir un petit peu, de comparer les résultats des différents schémas, c'est-à-dire adoptés en rétrospective. Et et on va voir tout à l'heure que finalement les schémas ne semblaient pas poser problème, qu'il n'y avait pas de différence. Là déjà, certaines études auparavant ont montré, notamment l'étude Crédit en France, qui a montré qu'il n'y avait pas surtout un problème de schéma, c'est un problème surtout d'adaptation en fonction des patients. Donc, mais il faut savoir que la prise en charge individuelle du patient diabétique est l'une des plus difficiles parmi toutes les chronicités. On vient de parler là à l'instant, tout à l'heure à la pause café, parce que le diabétique, c'est tout un environnement, parfois instantanément, qu'il faudra gérer au quotidien. Ce n'est pas comme les autres maladies chroniques, où il y a bien sûr des horaires, des échéances à respecter, mais le diabétique, c'est à tous les instants qu'il faut. Et là, l'étude Down, qui s'est intéressée aussi à l'environnement du patient, que ce soit l'environnement professionnel, familial, etc., a montré qu'à côté de cette thérapeutique au quotidien que le patient diabétique doit gérer, il est très difficile pour lui aussi de s'adapter à un environnement qui souvent n'est pas très adapté à sa situation. Donc il perd un petit peu toutes ses ambitions en matière de projet de vie, en matière professionnelle, et c'est très difficile d'ajuster son traitement quand il y a toutes ces barrières professionnelles, quand il y a toutes ces barrières, c'est-à-dire existentielles, qui ne lui facilitent pas le parcours. Et c'est pour cette raison que pour établir un schéma, notamment en matière d'insulinothérapie, il faut d'abord établir un objectif. Établir un objectif, ça veut dire qu'il faut connaître le malade, pas seulement sur le plan médical, ça c'est le diagnostic clinique, il faut aussi le diagnostic éducatif, le situer dans son pool socio-psychologique pour pouvoir fixer un objectif, soit un objectif qui se rapproche de la rigueur vers la normale, un rapproche rigoureux, en fonction de sa motivation, de l'ancienneté de son diabète, donc du risque d'hypoglycémie également, l'espérance de vie, etc. Et l'inverse, être un peu plus, c'est-à-dire nuancé, un peu plus lâche quand le malade, et par contre, il a des difficultés à s'adapter à son traitement, à s'adapter, c'est-à-dire aux conditions de vie au quotidien.
Donc le traitement centré sur le patient, c'est vrai, c'est des paroles, mais il ne faut pas que ce soit des vœux pieux. Donc il faut, comme disait un auteur, ce sont les paroles sans voix, il faut écouter le malade, être à l'écoute. Il ne suffit pas de lui recommander, d'être frontal avec lui, c'est-à-dire de tenir compte, de discuter avec lui, de voir et de distinguer entre ce qui est possible pour lui de faire et de ce qui est impossible. C'est à partir de là qu'on peut arriver à une alliance entre les différents partenaires, c'est-à-dire le praticien, le médecin et les outils thérapeutiques à nos dispositions. Et bien sûr, il faut savoir aussi le malade de le débarrasser autant que peu des épines qu'il peut rencontrer, qui peuvent être parfois des contraintes faciles à évacuer. Ça peut être des priorités médicales avant la normalisation de sa glycémie. Ça peut être des priorités socio-professionnelles. Et le choix thérapeutique, à ce moment-là, va être plus facile en établissant ce diagnostic éducatif, parce que là, vous allez choisir, au-delà, je vous ai dit, de la metformine, au-delà donc d'un traitement combiné oral et de l'initiation de l'insuline, pour choisir le profil de traitement, c'est-à-dire en fonction d'un schéma par les prémix, c'est-à-dire si le malade, il peut avoir très bien, en fonction, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, des déterminants, un schéma prémix, c'est-à-dire qui est plus adapté, plus facile, plus simple pour lui, et d'un schéma basal-bolus, où il doit quand même répondre, avoir quand même une motivation et être apte justement à faire de l'autosurveillance, et tout dépend également de son activité, etc. Donc il faut tenir compte de tous ces paramètres et discuter avec le malade pour choisir, c'est-à-dire la voie à suivre, soit aller vers l'intensification avec une insuline par schéma prémix, ou bien un schéma basal plus, basal bolus. Les options d'intensification avec l'insuline prémix, là c'est... Donc, au-delà de l'insuline basale, on peut choisir donc 2 injections de prémix. Et là, sur le plan pratique, en général, on divise par 2 la dose totale. Et puis, on donne la moitié le matin, la moitié le soir. Sinon, on peut donner les 2 tiers de la dose le matin, 1 tiers le soir. Et puis, on ajuste 2 fois par semaine en fonction, bien sûr, des glycémies du matin et des glycémies en fin d'après-midi, avant le dîner. Quels sont les paramètres qu'il faut prendre en compte dans l'échec de l'insulinothérapie basale? Bon, c'est vrai que je vous ai dit vers 2008, quand on a un petit peu pointé sur l'insulinothérapie, l'intensification de l'insuline, c'est-à-dire que là, je me rappelle de certains auteurs qui parlaient de sans limite, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à normaliser la glycémie à jeun. Mais là, on est revenu un petit peu sur ça, parce que si on augmente les doses d'insuline basale, on risque d'entraîner des hypoglycémies, notamment nocturnes. Et là, ça peut freiner le malade, justement, à l'adhérence, et ça peut freiner aussi à l'optimisation. Donc là, bien sûr, la logique, c'est quand on n'est pas à l'objectif en termes d'hémoglobine glyquée, et on est à l'objectif en termes de glycémie à jeun, avec l'insuline basale. Sinon, quand il y a une variabilité glycémique très importante, quand il y a des deltas glycémiques importants, normalement qui ne devraient pas dépasser 0,4, 0,5, c'est-à-dire en pré- et postprandial, ça veut dire qu'il y a un problème avec les glycémies postprandiales, qu'il faut aller voir le versant prandial, soit quand vous avez des doses d'insuline qui sont importantes. Encore que chez nous, ce n'est pas comme les Américains qui peuvent supporter des doses parfois de 2 unités par kilo facilement. Chez nous, à partir de 40, on commence à frissonner, on a toujours peur, surtout quand on a des malades qui habitent dans des régions enclavées et difficiles où les relais de santé de SAMU n'existent pas. Donc on commence à avoir peur. Là, on est plus rassuré parce que dans les recommandations au-delà de 0,5, pour un poids moyen de 80 kg, c'est-à-dire qu'à partir de 40 unités, il faut, si vous n'êtes pas à l'équilibre, il faut essayer de voir un petit peu au niveau des basales. Et là, ça peut faire par entraînement un effet meilleur sur la glycémie. Ça peut entraîner également une normalisation plus rapide de la glycémie à jeun. Voilà donc, si vous voulez, les différents paramètres qui vous permettent, c'est moins rigide qu'autrefois, de ne pas attendre la normalisation obligatoire de la glycémie à jeun pour passer au versant prandial. Et quand vous avez des difficultés justement à arriver à cette glycémie à jeun normale, vous n'êtes pas à l'objectif, vous pouvez tenter donc cette intensification.
Alors l'intensification, que je vous l'ai dit, a deux voies, soit la voie basal bolus, soit la voie prémix. Ici, on va voir aujourd'hui comment aller vers la voie novomix. Il y a ces deux études qui soutiennent un petit peu qui confortent un petit peu cette façon de faire. Donc la première étude, c'est l'étude de Landscape, c'est-à-dire que là, c'est des malades qui ont été traités par une insuline lente, la glargine, et puis après une titration jusqu'à obtenir une glycémie inférieure à 1,27, une glycémie à l'objectif, mais l'hémoglobine glyquée reste élevée. On a randomisé soit vers l'intensification par un bolus d'insuline rapide, d'analogue rapide, soit l'intensification par la Biaspar 30 2 fois par jour. Donc là, les résultats, il n'y avait pas de différence en termes d'hémoglobine glyquée, puisque là, on a pratiquement les mêmes niveaux de baisse. La différence n'était pas significative. Sur le plan des hypoglycémies, il y a moins d'hypoglycémie nocturne avec le traitement par Biaspar, mais la significativité, là aussi, est limite. L'autre étude, l'étude de Galapagos, donc là c'est une étude qui a concerné les sujets naïfs à l'insuline, 934, l'effectif est plus important. Là c'est des malades naïfs à l'insuline qui étaient sous metformine plus le traitement oral. Donc on a bien sûr randomisé soit vers le bras insuline lente glargine plus metformine et ils gardaient le traitement par les ADO, soit une Biaspar avec toujours le traitement oral. On arrêtait le traitement oral associé, sauf la metformine, quand on introduisait le premier bolus d'analogue rapide. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui... Voilà, donc... je disais qu'on arrêtait le traitement oral quand il fallait intensifier avec un premier bolus oral ou bien intensifier vers 2 ou 3 prémix. Donc là, il n'y avait pas de grosses différences, mais les patients qui ont atteint une hémoglobine glyquée inférieure à 7% à la fin de l'étude, avec la prémix, donc avec les prémix, étaient significativement plus importants. Et sur le plan des hypoglycémies, globalement, il n'y avait pas de différence, les P étaient à 0,50, il n'y avait pas de grosses différences. Donc vous voyez que c'est un schéma aussi qui est, disons, acceptable, qui est efficace et inoffensif, avec lequel on peut intensifier les patients au-delà de déséquilibre par le schéma classique à l'initiation. Là, c'est une étude physiologique également, une étude de physiologie de Hayes, qui a montré qu'il y avait une équivalence également pharmacocinétique, c'est-à-dire en termes de pharmacocinétique, avec les prémix 3 fois par jour, comme vous le voyez ici, c'est-à-dire à peu près, les courbes se superposent, ou bien quand on est au basal bolus, c'est-à-dire complet, d'injection, vous avez en bleu foncé ici les prémix, et en plus clair, vous avez donc le basal bolus. Donc il y a les mêmes effets. Maintenant, revenir à cette méta-analyse donc de Di Giuliano qui a, à partir de 902 articles, il a essayé d'éplucher un petit peu sur tous les articles qui étaient significatifs, exploitables, avec bien sûr l'effectif convenable, avec une méthodologie convenable, pour arriver finalement à 13 études seulement. Donc il y a une des études qui est menée par le professeur Malek ici chez nous en Algérie, qui a concerné l'Afrique, c'est la première, donc comme vous le voyez, qui a comparé le basal bolus également avec le basal bolus avec la lévémir, avec 3 prémix. Et puis il y a eu les 12 autres études qui ont été relevées donc de la littérature et qui ont montré globalement sur le plan
de l'hémoglobine glyquée, c'est-à-dire là c'est la résultante, mais il faut savoir qu'il y avait une hétérogénéité très importante, c'est-à-dire que les séries n'étaient pas toujours, c'est-à-dire homogènes, mais la différence n'était pas significative en termes de baisse de l'hémoglobine glyquée. Donc c'était à peu près le même niveau d'efficacité, c'était pas aussi inférieur. Sur le plan du risque d'hypoglycémie, là aussi, c'est vrai qu'autrefois, bon, on parlait d'hypoglycémie était plus retrouvé avec les prémix, mais là, dans les études, je vous dis, sont très disparates autrefois, mais là, dans cette méta-analyse, il y a il n'y a pas de risque d'hypoglycémie différent, donc c'est à peu près la même chose. On est dans une résultante à peu près identique, quel que soit le type d'intensification, que ce soit le basal bolus ou avec les prémix. Le changement de poids, là aussi, ce n'était pas significatif, 2,4 kg, 2,2, donc là aussi, pas de différence significative. Les doses d'insuline également. Voilà donc les résultats de cette méta-analyse qui a fait beaucoup changer, les choses, c'est que le contrôle est identique, le risque global de l'hypoglycémie est le même, la prise de poids, la dose totale d'insuline, ce qui a fait aligner, si vous voulez, tous les schémas sur le même plan et donc a permis, si vous voulez, qui permet maintenant au médecin avec son patient de choisir un schéma adapté en fonction, bien sûr, du patient. Alors, intensifier maintenant avec les prémix. Si le malade il passe à 2 injections, je vous ai dit donc là en partage, c'est 50-50 à partir de la basale, et puis en titre pratiquement 2 fois par semaine. Si le patient est dans la nécessité d'utiliser une 3e, c'est-à-dire prémix, qu'on donnera à midi, parce que classiquement c'est le matin et le soir qu'on répartit les 2 prémix. Donc, on peut commencer par une petite dose de 2 à 6 unités à midi, ou bien 10% de la dose totale, et on va titrer, bien sûr, en fonction de la glycémie, en augmentant de 2 unités, 2 fois à 3 fois par semaine, pour arriver à des glycémies comme... Je vous donne le micro parce que là, vous êtes loin. Ah, d'accord. Pour que les gens vous Mais je ne peux pas tenir, vous savez, mais Donc, je vais me rapprocher. Voilà, très bien. Alors la titration, bon, c'est vrai que j'aime pas beaucoup ces tableaux de titration parce qu'en pratique, on ne les suit pas de façon rigoureuse parce que souvent, c'est le malade qui fait sa propre titration, surtout c'est un malade qui n'a pas reçu une éducation correcte. Donc la peur de l'hypoglycémie fait que le patient, souvent, il fait une titration un peu drastique, il diminue parfois, il saute carrément un bolus d'insuline ou bien... parfois c'est un relèvement anarchique. Donc il faut bien sûr respecter ce type d'algorithme, mais il faut surtout surveiller le malade et le rappeler à chaque fois et évaluer justement cette façon de titrer. C'est pas parce qu'on lui a expliqué la première fois qu'on l'oublie. Ça aussi c'est très important, je voulais dire ce message, c'est très important. Et là pour l'anecdote, il y a un patient à qui le médecin chez nous a demandé, lui a dit de faire un bolus au milieu du repas. Il ne savait même pas faire ses insulines, alors il a pris carrément la seringue et il a versé son insuline au milieu de l'assiette. Pour vous dire, là, ça fait bêtisier, mais c'est comme ça, il y a des extrêmes comme ça, il faut faire attention à chaque fois, évaluer votre patient, comment il fait la titration, c'est très important parce que sinon c'est du gaspillage de cartouches de stylo pour rien. Alors les recommandations, on va passer maintenant, on a vu maintenant l'intérêt d'utiliser l'insuline à temps, au moment qu'il faut, l'intérêt également d'intensifier mais de façon progressive et convenante avec le malade, parce que pour réussir cette intensification, il faut quand même que le malade, il faut dissiper un petit peu toutes ces craintes liées à cette insulinothérapie. Et nous avons le mois du Ramadan qui approche, on en parlait à l'instant. Comme vous le savez, il est très difficile de convaincre les malades à ne pas jeûner, même s'ils sont à haut risque. Et là, la FID, tenant compte du fait que ces malades restent toujours rebelles aux recommandations, que ce soit aux gens du culte ou aux médecins, donc ils ont essayé de trouver des recommandations pour les accompagner un petit peu dans leur rébellion. Et il est
conseillé, pour vous résumer, on n'a pas le temps, c'est de préparer ces malades avant le ramadan. Donc, conseiller même de faire un jeûne d'essai, c'est-à-dire avant le ramadan, pour voir un petit peu la variabilité glycémique, les fluctuations de leur glycémie et cibler un petit peu les points chauds, c'est-à-dire d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie, pour pouvoir, c'est un peu comme chez la femme enceinte en préconception, en 3 jours, pour voir un petit peu comment ajuster leur traitement pendant le ramadan. Ça, je dis bien pour les rebelles. Mais attention, le message important, un malade diabétique, avec insuline ou pas, il faut, sauf s'il n'a aucune complication, il faut le dissuader de jeûne. Et s'il a de l'insuline, c'est une interdiction. Là, la religion le dit, mais vous allez me dire, le malade, il reste peu convaincant, c'est vrai, il faut l'accompagner, mais il ne faut pas aussi encourager ce type de recommandation parce que le malade va croire que c'est le médecin qui l'autorise. D'autant plus que là, j'ouvre une parenthèse parce que les gens du culte maintenant nous ont jeté la balle à nous. Ils ne veulent plus intervenir parce qu'ils disent que c'est un problème médical. Mais en même temps, chez nous, c'est un problème religieux. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser le malade aller vers le précipice. S'il a une HTA, 16 heures de jeûne, de la chaleur, il va se déshydrater, donc il risque d'aggraver son insuffisance rénale en un mois. Donc ça, c'est très important. Donc le message important, les empêcher de jeûner. Parce que même ceux qui n'observent pas le jeûne, il est difficile pour eux, c'est-à-dire d'assurer les repas pendant le ramadan. Vous savez, le problème de l'intolérance chez nous, etc. Donc tout cela pose problème. Mais sinon, si le malade maintenant refuse, et il prend son insuline, au moins le guider un petit peu comme ce qu'on appelle une cécité pratique, mais au moins qu'il ne tombe pas dans le ravin. Ça, je tenais à le dire. Donc, il faut les préparer, il faut ajuster leur traitement. Bien sûr, il faut une surveillance, une autosurveillance renforcée pendant le ramadan. Le régime, bien sûr, il faut éviter toutes ces échappées que l'on voit et toutes ces fringales pendant le ramadan. Là, il faut qu'il soit un peu plus sage. Donc, il faut une éducation structurée et il faut également, comme je vous ai dit, cibler surtout les points où il y a les risques d'hypoglycémie. Les nadirs de la glycémie physiologique, c'est surtout, bon, pour la nuit, ça ne pose pas de problème, mais surtout cibler la fin d'après-midi, c'est là où il y a le risque important. Donc, faire des glycémies à ce moment-là, faire des glycémies aussi à chaque événement clinique, quel que soit l'événement clinique, faire une glycémie et rompre le jeûne avant de faire la glycémie. Ça, c'est très important. Bon, pour le régime, ça ne pose pas de problème. Il faut, message important aussi, toujours, je dis bien, chez les malades rebelles, parce que normalement, il ne doit pas jeûner, mais s'il est malade qui a jeûné, l'insuline, donc il faut qu'il sache rompre le jeûne dès lors qu'il y a une hypoglycémie, qu'il découvre sur son lecteur, ou bien s'il y a la moindre manifestation glycémique, il doit rompre le jeûne. Ça, c'est le message important. Deuxièmement, si cette glycémie dépasse les 3 grammes, il doit rompre son jeûne. Et troisièmement, devant tout événement clinique, il ne va pas attendre de faire sa glycémie. Il rompt d'abord le jeûne et puis il va, parce que le malade, il peut avoir d'autres manifestations liées à l'hypertension, etc., qui ne sont pas toujours liées à l'hypoglycémie. Alors, je vous ai parlé de ce jeûne d'essai de 3 jours consécutifs pour mieux situer le malade dans ça, mais il faut faire, bien sûr, un bilan clinique et un bilan surtout cardiovasculaire, et surtout la fonction rénale. C'est très important parce que c'est surtout l'apport hydrique qui réduit. Et n'oubliez pas, même les patients qui n'ont pas observé le jeûne, après le ramadan, vérifiez leur fonction rénale. Pourquoi? Parce qu'elle peut s'aggraver justement pendant le ramadan. L'ajustement maintenant des doses. Si le malade était sous une seule dose de prémix, là vous gardez celle c'est la même que vous allez donner juste après la rupture du jeûne le soir. Donc c'est la même dose. Si le malade était sous 2 prémix, vous allez garder celle du matin, vous allez translater vers le soir. Et pour le repas de l'aube, vous allez donner celle du soir en diminuant de moitié la dose. Voilà, en gros. Et puis le malade va ajuster bien sûr par la suite. Si le malade a par contre 3 prémix, il faut bien sûr supprimer, sinon il n'est pas en état de jeûne, supprimer celle de midi. Et si les choses vont mal, il faut lui expliquer qu'il doit rompre le jeûne.
Tout ça, je vous dis, ce n'est pas des recommandations officielles, ce n'est pas des recommandations logiques, ce n'est pas des recommandations physiologiques, je le dis bien. Mais là, c'est des malades qui, quand ils ont la tête dure, donc les accompagner. Mais il faut surtout leur montrer leur échec, c'est très important, et leur montrer les risques, leur expliquer les risques, surtout sur le plan cardiovasculaire. Et pour la titration, il faut la titration tous les 3 jours, et il faut surtout titrer pour éviter l'hypoglycémie sur la base de la glycémie la plus basse, pour éviter justement l'hypoglycémie. Voilà, ça c'est la titration. En conclusion, comme je viens de le dire, l'intensification du traitement chez le diabétique est essentielle afin de prévenir les complications liées à une glycémie élevée. L'hyperglycémie est toujours néfaste, même si, tout à l'heure on parlait des cardiologues, même si le diabétique est un vasculaire avant de devenir un hyperglycémique, mais l'hyperglycémie va alimenter, aggraver toutes les complications. Un traitement centré sur le patient est recommandé, c'est très important. Des stratégies d'intensification centrées également sur le patient et avec une simplification des schémas. Alors la simplification des schémas, c'est pas seulement en termes de nombre d'injections, c'est en termes de titration, il faut trouver, c'est-à-dire le juste milieu avec le malade pour pouvoir réussir son insulinothérapie. C'est ça l'essentiel et c'est pas tel ou tel type de schéma. Il existe actuellement des recommandations sur les modalités de l'intensification, c'est-à-dire qu'on peut, chaque médecin est libre de tester avec ses patients et de voir quel est le schéma qu'il réussit. Il faut savoir aussi changer de schéma pour ne pas être dans une situation d'inertie. Alors l'inertie thérapeutique ou de résistance psychologique, que ce soit chez le patient ou le praticien, de rester avec les mêmes doses ou bien de ne pas augmenter ou de changer de dose ou de schéma. C'est ça l'inertie. Il faut, si ça ne marche pas, il faut trouver donc avec le patient une solution. Voilà, je crois qu'on a terminé. Comme là, c'est pour le ramadan, je crois qu'il faut insister sur l'autosurveillance. Il faut surtout les empêcher de gêner. Et bon ramadan, et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Boudiba, pour cette très concluante intervention. Alors, on va enchaîner.